Je dois vous faire un aveu, je me suis trompé. Rassurez-vous tout de suite, je ne me suis pas trompé de colloque, mais je me suis trompé de titre. J'ai intitulé mon intervention « Le tribunal de l'application des peines ». Eh bien, si j'ai quelque chose à vous demander, c'est de l'oublier. Ne parlons plus de tribunal de l'application des peines et vous allez le comprendre tout de suite. Pourquoi? Nous avons vécu, ou plus exactement, j'anticipe, nous vivons encore sous l'empire de la loi de 1930, modifiée par celle de 1964, qui a créé les commissions de défense sociale et qui, par après, je ne vais pas reprendre la chronologie, a créé la commission supérieure de défense sociale. Eh bien, la commission de défense sociale, la commission supérieure de défense sociale tombe dans les oubliettes de l'histoire et donc on n'en parlera plus jamais. À tort, à raison, je laisse ça à votre appréciation. Ce qui se profile, ce qui s'impose avec la nouvelle loi en espérant qu'elle entrera un jour en vigueur, c'est la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines. En deux mots, la loi de 2007, et je vais peut-être suivre l'exemple de mes prédécesseurs, appelons la loi de 2007 la loi Onkelings. La loi Onkelings avait remis toutes les compétences en matière d'exécution des décisions d'internement au tribunal de l'application des peines. La loi, ou plus exactement le projet de loi, ou plus exactement encore la proposition de loi Ancio, appelons-la comme cela, avait fait la même chose. Et donc, nous aurions dû passer sous l'autorité du tribunal de l'application des peines. Inutile de vous dire que c'est un non-sens. C'est un véritable non-sens dans la mesure où, je voudrais rappeler simplement cet arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 1987, la décision d'internement ne constitue ni une déclaration de culpabilité du chef d'une infraction, ni une condamnation à une peine. Que les choses soient claires. Un interné n'est pas un coupable, un interné n'est pas un condamné. Par conséquent, décider que l'exécution de la mesure d'internement dont il fait l'objet sera de la compétence du tribunal de l'application des peines, c'était véritablement, vous le reconnaîtrez avec moi, j'en bafouille, c'était véritablement un non-sens. Alors, je vous avoue, notre joie, si je peux dire, d'avoir été entendu par la commission justice du Sénat. Le 14 janvier, la commission justice du Sénat nous a entendus et nous avons tenté de les convaincre que la valeur symbolique d'une appellation est extrêmement importante. Pour un interné, devoir comparaître devant un tribunal de l'application des peines, c'est quelque chose qui est profondément perturbant, de même pour ses proches, pour tous ceux qui le soignent, que sais-je. Et j'entends encore M. Bertencio se tourner vers nous et nous dire quoi, c'est si important que ça, hein? Ben oui que c'est important, c'est pas important, c'est capital, hein, c'est véritablement essentiel. Nous avons proposé la création d'un tribunal de l'internement au sein du tribunal de l'application des peines. Le président Courtois m'a dit, ça y est, vous voulez encore créer un tribunal, encore des frais, encore de l'argent, encore... Hein? Bon, et finalement, je vous avoue que nous avons vu avec beaucoup de surprise que le Sénat nous a suivis, puisque, vous le savez sans doute, les compétences seront dorénavant attribuées à une chambre exclusivement compétente en matière d'internement du tribunal de l'application des peines, ce sera la chambre de protection sociale. Alors si j'ai un appel à faire à tous les praticiens qui sont dans la salle, ne parlons plus de CDS, Commission de défense sociale, mais parlons dorénavant de CPS, Chambre de protection sociale.
On aurait pu choisir défense sociale, je suppose qu'ils ont voulu aller plus dans un sens de protection, et donc c'est dorénavant la Chambre de protection sociale, exclusivement compétente pour les affaires d'internement, et un président de la Chambre de protection sociale, appelé également dans la loi. Je vous avoue que le législateur, je ne vais pas reprendre les critiques de Damien van der Merch, mais le législateur parfois s'embrouille un peu. Tantôt c'est le président de la Chambre de protection sociale, tantôt c'est le juge d'internement. Bien, la composition de cette chambre de protection sociale, malheureusement, est véritablement sujette à caution. Je vous donne simplement la loi. Les chambres de protection sociale sont composées d'un juge qui les préside, de 2 assesseurs en matière d'application des peines ou d'internement, dont l'un est spécialisé en matière de réinsertion sociale et l'autre est spécialisé en matière de psychologie clinique. Jusque-là, tout va bien. Mais l'assesseur spécialisé en matière de psychologie clinique, quelles sont les exigences pour en être? Primo, posséder 5 ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la psychologie clinique. Deuxièmement, être titulaire d'un master en sciences psychologiques. Alors, que les psychologues me pardonnent, il n'est pas question pour moi de les rabaisser d'une manière ou d'une autre, mais il faut quand même admettre qu'en matière de défense sociale, un psychologue n'a pas les qualités, la compétence, l'expérience d'un psychiatre. Or, pour avoir siégé au sein de la Commission supérieure de défense sociale, je peux vous attester de ce que la présence d'un psychiatre au sein de la commission, que ce soit d'ailleurs pour la commission de défense sociale ou la commission supérieure, est capitale. Nous devons apprécier des rapports médicaux, nous devons apprécier des rapports de psychiatres, nous devons apprécier des thérapies, nous devons apprécier des médications, et ai-je besoin de le dire, ce n'est pas un psychologue tout frais et molu de l'université qui est en mesure de véritablement donner un avis sur des questions aussi importantes. Pourquoi ne pas avoir prévu un psychiatre? Et alors on me faisait remarquer tout à l'heure, mais rien n'empêche de mettre un psychiatre. Eh bien si, puisque ce psychiatre, s'il veut siéger, doit avoir un master en sciences psychologiques. Voilà. Bien. Donc, là, ce sont des choses qui vraiment sont totalement incompréhensibles et qui devront être, à mon avis, rétabli. Les expertises ordonnées par la Chambre de protection sociale. Là aussi, il y a un trou, me semble-t-il, dans la loi, dans la mesure où, comme cela a été rappelé tout à l'heure, il y a une chose extrêmement positive dans la loi, c'est tout le volet judiciaire. Je veux dire par là que, dorénavant, on ne pourra plus avoir ce que nous avons aujourd'hui. Je vais être un peu vulgaire et vous m'en excuserez, c'est-à-dire des expertises psychiatriques à la bonne franquette. On a un expert psychiatre aujourd'hui qui vient voir quelques minutes un examiné, c'est comme ça qu'il qualifie, donc un inculpé, un suspect, et puis il fait ce qu'on appelle, ou ce que lui appelle, un diagnostic clinique, duquel il ressort un vague portrait, mais finalement la question c'est de savoir s'il est déséquilibré ou s'il ne l'est pas, s'il est responsable ou s'il ne l'est pas. Si ça se limite à ça, tout va bien, mais ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des rapports d'expertise qui sont de véritables rapports de police. Je veux dire par là que l'expert commence par interroger sur les faits l'examiner et puis se lance dans une appréciation de sa culpabilité au terme de laquelle il arrive à une conviction évidente, c'est que l'inculpé est coupable et que puisqu'il est coupable et qu'il ne reconnaît pas les faits et que par conséquent il ne s'incline pas devant la victime, c'est quelqu'un qui n'a aucune prise de responsabilité, qui n'a aucune empathie pour sa victime, alors que le jugement n'est même pas encore rendu. C'est quelqu'un qui, par conséquent, est totalement insensible, à la limite psychopathe. Enfin, vous m'excuserez, mais on est dans une expertise qui est un assassinat, et cette expertise, actuellement, n'est pas contradictoire, en ce sens que personne ne peut faire remarquer au psychiatre qu'il y a quand même peut-être une balance à rétablir et un droit de la défense à respecter. Et je vous donne un simple exemple, alors qu'aujourd'hui,
notamment grâce à la procédure Saldus, on est extrêmement soucieux de la manière de recueillir les aveux ou les dénégations d'un suspect, où celui-ci est en droit d'exiger que les questions qui lui sont posées, que les réponses qu'il donne soient actées dans les termes utilisés, qu'il est en droit, évidemment, d'exiger de relire sa déclaration, de la signer ou de refuser de la signer si elle ne correspond pas à ce qu'il a déclaré. Ici, vous avez un psychiatre qui, dans son rapport, dit, ben voilà, l'examiné nous a dit que, ouvrez les guillemets en italique, et il nous a dit, et puis au tribunal, vous avez déclaré cela au psychiatre. Personne ne peut contrôler la véracité de cette affirmation du psychiatre dans son rapport. Aujourd'hui, c'est terminé en ce sens qu'il y aura la présence d'un avocat, il y aura véritablement un débat contradictoire. Ça, c'est pour la phase judiciaire. En ce qui concerne la phase de l'exécution de la mesure d'internement, c'est-à-dire à partir du moment où la Chambre de protection sociale va intervenir, eh bien là, on est dans un trou. Qu'est-ce qu'il est mis? La Chambre de protection sociale peut aussi ordonner, par ordonnance motivée, un examen psychiatrique ou psychologique médico-légal complémentaire répondant aux conditions de l'article 5, c'est-à-dire aux conditions d'intervention d'un psychiatre. Mais il n'est pas dit que cette expertise peut être, comment dirais-je, contradictoire. Alors, cela va de soi. Je crois que nous sommes d'accord, cela va de soi, notamment parce que nous sommes dans un cadre déjà. On est déjà dans un cadre, alors dans un cadre qui est le cadre d'une décision judiciaire ordonnant cette expertise, et par conséquent, il n'y a pas de question à se poser à ce moment. La tenue des audiences, écoutez, il va de soi, nous l'avons dit, que l'interné, qui n'est pas physiquement interné, je veux dire, qui n'est pas privé de sa liberté, n'a rien à voir avec la prison. Par conséquent, la Chambre de protection sociale doit ne pas siéger au sein de la prison. Et il me paraît évident qu'elle doit siéger au palais de justice. Je vais vite, franchement. Alors, l'audience se déroule à huis clos. Là aussi, ça pose problème. Dans la loi sur la protection, dans la loi relative à la détention préventive, il est prévu qu'à partir d'un certain moment, eh bien, la personne peut demander à ce que son procès soit public. Pourquoi? Parce qu'elle peut se dire qu'elle se trouve internée, par exemple, pour des raisons politiques, des raisons qui ne sont pas justes et qu'elle voudrait que ce débat soit public. L'arrestation provisoire de la personne internée, oui. Donc, la personne qui est réintégrée, si je peux dire, a le droit de comparaître dans un délai de 7 jours ouvrables. Moi, j'aurais préféré, si vous le permettez, de 5 jours francs, comme devant la Chambre du Conseil pour le mandat d'arrêt. Alors, l'absence de droit d'appel, on l'a dit tout à l'heure. En fait, cette loi, celle de 2007, et ici, celle améliorée en Ciot, est un copier-coller de la loi sur la libération conditionnelle, ce qui fait que comme pour la libération conditionnelle, il n'y a pas d'appel possible, eh bien, on n'a pas permis d'appel dans le cadre de notre loi, si je peux dire. Permettez-moi de vous dire que c'est véritablement une erreur. Je prends un seul exemple, le cas de Michel Martin, vous vous en souviendrez, libéré par le tribunal de l'application des peines. Le ministre de la Justice, après avoir lu les journaux, s'en est ému et a enjoint au procureur général à la cour d'appel de Mons de signer un pourvoi. Ah, bon, un pourvoi, comme si c'était un recours en plus. Et alors, il y a cette nouvelle absolument extraordinaire. On apprend à la radio que le ministre de la Justice a enjoint au procureur général de signer ce pourvoi, que celui-ci l'a signé et est en train de réfléchir sur les moyens qu'il va invoquer. Voilà, bien. Alors, le recours en cassation. Vous savez que si vous visitez le palais de justice de Bruxelles et que vous arrivez à l'étage de la cour de cassation et qu'un huissier vous fait un commentaire sur les lieux, il vous dira « Attention, ici, on ne juge pas les affaires à fond ». Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne juge pas le fond des affaires et qu'on ne juge que la légalité de la décision. Inutile de vous dire que comme c'est le seul recours possible contre une décision de la Chambre de protection sociale et qu'un interné qui ne veut pas accepter une décision le maintenant
à l'établissement où il se trouve, eh bien forcément cet interné va faire pression sur son avocat pour que celui-ci signe un pourvoi en cassation. Alors, ça va être encore plus compliqué parce que la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation a prévu l'intervention d'un avocat spécialisé qui a suivi une formation pour intervenir devant la Cour de cassation. Or, le délai pour signer un pourvoi en cassation, tenez-vous bien, vous êtes assis, moi pas, c'est 48 heures. Alors, en 48 heures, il faut donner la décision à l'interné, lui demander ce qu'il en pense, ce qui n'est déjà pas évident. Ensuite, en s'entendre dire qu'il faut aller en cassation, lui expliquer que c'est peut-être pas tout à fait, enfin bon, mais de toute façon, 48 heures, bon, s'il veut absolument aller en cassation et que vous vous dites, il y a peut-être un moyen invoqué, j'en sais rien, il faut encore contacter un avocat spécialisé et signer ce pourvoi dans les 48 heures. C'est un marathon, c'est, ai-je besoin de vous le dire, une course que, en tout cas moi, à mon âge, je ne suis plus à même de faire. Bien. Alors, nous avions demandé aussi, et je termine par là, que tout ce volet loi conditionnelle et tout ce qui touche à la prison disparaissent. Et nous avions demandé que des termes comme incarcération immédiate, détention limitée, surveillance électronique, libération à l'essai, que tout cela disparaisse et soit remplacé par des termes plus adéquats. Placement immédiat dans un établissement de soins infirmiers, placement en hôpital psychiatrique, traitement ambulatoire, retour à domicile, que sais-je. Ça n'aurait pas coûté un sou, si ce n'est des frais de traduction, mais franchement, ce n'est pas grand-chose. Alors, je termine vraiment en rappelant simplement, pour ceux qui l'ont vu, le film de ce matin, ce détenu, oui je dis bien, cet interné qui s'énervait en disant on nous dit tout le temps, retournez dans votre chambre, mais ce n'est pas une chambre, c'est une cellule. Voilà, eh bien je crois qu'il a tout résumé. Nous sommes en prison, faisons en sorte qu'ils en sortent et qu'ils soient soignés et non pas détenus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur De Becco.